Notre invité est le président Assoumani Azali, chef de l'État des Comores. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Moroni. Et le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 24 mars 2019. Vous êtes candidat à votre propre succession. Quelles sont aujourd'hui les garanties d'une élection libre et transparente? Les garanties sont là. D'abord, l'expérience comorienne. On a fait beaucoup d'élections dans ce pays qui se sont relativement bien passées parce qu'il faut toujours améliorer. Mais il y a un autre côté, c'est que la communauté internationale a accepté de nous accompagner, de nous parrainer. Il y a une mission de l'ONU qui était là, une mission de Comisa qui était là, une mission de la COI. J'en ai parlé avec Moussa Faki dernièrement à Addis Abeba, il va envoyer une mission de l'Union africaine. J'en ai parlé avec Mme Luz de l'EIF, qu'il va envoyer des observateurs. Mais avoir des observateurs, ce n'est pas juste quelque chose qui va garantir des élections libres et transparentes. Vous le savez, Monsieur le Président. Si. Je dirais même nécessaire, utile et nécessaire. Parce qu'effectivement, quand je dis qu'on a beaucoup d'expérience, qu'on a tous les moyens, mais il faut toujours de la complémentarité. Nous, on apprend la démocratie. Donc avoir des gens qui ont l'expérience de cette démocratie pour nous accompagner, c'est plus que nécessaire. Monsieur le Président, certains de vos rivaux, dont Abdallah Sambi, Diafar Ahmed, sont aujourd'hui soit exilés ou ont des démêlés avec la justice. La candidature de l'opposant Mohamed Ali Soili a été invalidée. Vos détracteurs parlent de déficit démocratique. Que leur répondez-vous? Je leur dirais que tout est relatif. De toute façon, personne ne peut prétendre qu'il y a de la démocratie dans un pays. Ce que je peux rassurer, c'est que ce pays-là a très belle expérience, non seulement de démocratie, mais aussi de respect de l'état de droit. Et c'est pour ça que moi, je ne me permets pas de discuter. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques? Non, je peux vous la garantir, parce que les magistrats qui sont là, ils sont là même quand j'étais au lycée. Donc, ce n'est pas des magistrats moi. Les magistrats ont été nommés même avant moi. Donc, et là, effectivement, ils font des erreurs comme partout. Mais très sincèrement, la justice dans ce pays, moi, très sincèrement, en tant que Comorien lambda, pas en tant que chef d'État, j'apprécie les décisions qu'ils prennent. Bon, on peut toujours les contester. Mais moi, je fais confiance à la justice. Oui, mais en plus de ces opposants qui sont soit exilés ou bien emprisonnés, l'opinion publique nationale s'étonne du fait qu'il y a des journalistes qui sont emprisonnés, il y a des médias qui sont fermés. Et pourquoi ne privilégiez-vous pas le dialogue? En tout cas, personne ne peut dire ou prouver que c'est moi qui ai fait ça. Personne ne peut le prouver. Ce sont des choses qui se passent, effectivement, la même chose. Un journaliste, je ne sais pas qui, il n'est pas pris dans la rue, pratiquement en prison. Il y a une procédure administrative et puis pénale qui se passe et tous sont dans les procédures. D'ailleurs, effectivement, même dans la libération, il y a des procédures à faire. Et encore une fois, de ce côté-là, je peux vous garantir que la justice a fait son travail. C'est quand même dommage. Mais est-ce que vous pouvez permettre aux journalistes quand même de faire leur travail dans de bonnes conditions? Est-ce qu'ici aux Comores, les journalistes peuvent faire leur travail sans pour être inquiétés? Vous savez, j'ai un journal de l'État qui s'appelle l'OTAN. C'est là où on voit les positions qui s'expriment. Les radios nationales, l'opposition s'exprime. Donc de ce côté-là, je peux vous garantir que les journalistes n'ont rien à s'inquiéter. Sauf que ce n'est pas seulement aux Comores. On a vu des journalistes dans d'autres pays à qui ont des problèmes. Il ne faut pas qu'ils aient ces problèmes ici. Mais c'est pour vous dire que si ça devait se passer malheureusement, ce n'est pas un cas isolé pour ce pays, mais je vous garantis qu'ici, la presse est libre. Moi-même, j'ai eu à le recevoir pour essayer de... Mais vous dites que la presse est libre, Monsieur le Président, alors que des journalistes sont aujourd'hui ne peuvent pas faire leur travail comme il se doit. Mais il faut demander pourquoi ils ne peuvent pas faire le travail, parce que ce n'est pas les politiques qui l'interdisent. C'est certainement la justice. C'est des décisions de justice. Mais aujourd'hui, un président ne peut pas empêcher. Mais ce qui se dit, c'est que la justice, justement, n'est pas indépendante dans votre pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure que notre justice est indépendante et j'en suis très fier. Et je suis prêt à donner les preuves qu'elle est une justice indépendante. Bon, on dira qu'il y a eu des erreurs, que la justice n'a pas fait erreur. On a vu dans les pays, le grand pays, on met quelqu'un dans le code de mort, on l'exécute et c'est en ce temps-là qu'on se rend compte qu'on s'est trompé. Monsieur le Président, aujourd'hui, se tromper, la justice. Mais dans ce pays, je vais vous dire que la justice, il fait bien son travail. Parlons de la Constitution. Pourquoi avez-vous décidé, justement, c'est une question que beaucoup se posent, que ce soit ici au Comores ou ailleurs, de changer la Constitution? Pourquoi? Ce n'est pas moi qui ai décidé de changer la Constitution. Il y avait une Constitution aussi, effectivement, qui était demandée en non renouvelable. Donc cette Constitution-là, c'est moi qui l'ai mise en place. En 2006, je devais partir, je n'ai pas changé la Constitution. J'ai respecté les règles de la Constitution. Je suis parti en 2006. Et même, il y a eu beaucoup d'élections pendant que j'étais là. Bon,
par exemple, l'Assemblée, jamais eu de majorité, ni à l'Assemblée. Les gouverneurs que j'avais soutenus n'ont pas été élus, alors que j'étais président de la République. Donc c'est pour montrer que nous, on respecte la règle. Donc cette constitution-là, effectivement, on devait la respecter parce que c'est une constitution d'apaisement. Il se dit que c'est une constitution taillée sur mesure, c'est ce qui se dit. Pas du tout, c'est une constitution que le peuple a voulu parce qu'à un moment donné, on a voulu indexer des îles qu'ils avaient le monopole. Et là, on a accepté que la présidence soit tournante. C'est pour satisfaire ces gens-là qu'effectivement, maintenant, tout le monde aura sa part à des conditions à fixer. Ouais. Donc, effectivement, on a eu le prix parce que pendant 15 ans, 17 ans, quand même, on a une paix qu'il faut consolider. Et là, le peuple a décidé de lui-même, avant même que je ne sois au pouvoir, c'était depuis 2012. Ouais. J'étais au chômage. Ils ont décidé les assises et j'ai eu la chance de les conduire. On en arrive là, mais je peux vous certifier que c'est le peuple. Monsieur le Président, aujourd'hui, des fidèles, parmi les fidèles dont le président Diafar, le secrétaire d'État Karila, vous ont tourné le dos. Comment l'expliquez-vous? En tout cas, ce n'est pas la même fois que ça arrive. Vous savez, dans ce pays-là, vous venez d'arriver, vous allez voir, si vous prenez un peu l'histoire de ce pays, bon, il est rare que des gens croient à leur parti. Il y a des gens qui sont dans le parti, mais ils ont un intérêt personnel. Et s'ils n'ont pas eu cet intérêt-là, ils parlent, ils partent. Vous voulez dire que c'est pour des raisons crypto-personnelles? Parce que moi, j'ai un parti, je remercie beaucoup mon parti, puisque c'est l'un des rares partis dans ce pays qui a duré aussi bien dans le pouvoir que dans l'opposition. On a fait 4 ans de pouvoir et 10 ans d'opposition. Et ce parti, il est là. Effectivement, ceux qui étaient dans son parti, peut-être ils comptaient sur des intérêts personnels qu'on n'a pas trouvé, mais l'ensemble du parti est là pour marcher à l'avant, on va y arriver. Ici aux Comores, il y a près de 99% de musulmans, essentiellement sunnites. Au terme de la révision de la Constitution, l'islam est quasiment devenu religion d'État. Que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui pensent qu'il y a une islamisation rampante de la société? Je réponds d'abord qu'on est dans un pays musulman, mais d'une tolérance inégalée, sans prétention aucune. J'aurai le temps de vous donner des exemples. On est dans un pays où vraiment la religion est une religion tolérante, où on vit ensemble sans aucun problème. De vous dire que l'islam, religion d'État, c'était depuis la première constitution après l'indépendance. Religion d'État, c'est dans l'esprit, mais ce n'est pas le règlement musulman qui est appliqué dans l'administration, mais c'est dans l'esprit pour dire que, comme vous l'avez dit, on est musulman, donc la religion est religion d'État, donc ça doit être un management pour que les gens aient cet esprit de tolérance et de vivre ensemble. Donc c'est depuis la Constitution. Et nous, on a repris les mêmes termes, la religion et l'islam religion d'État. Et pour vous dire que le phénomène nouveau qui s'est invité dans tous les pays malheureusement, l'extrémisation, effectivement... Justement, c'est ce que l'on craint. C'est pas par ce terme-là. Il n'y a pas une possibilité qu'il y ait des extrémistes. Non, c'est pas par ce terme-là que ça va s'extrémiser. Ça va se mettre par rapport à ce qui se passe ailleurs, si on ne fait pas attention. Les jeunes qui partent, quand ils reviennent, il faut savoir comment ils ont parti, comment ils sont revenus. Il faut que nous, sur le terrain, les religieux qui nous ont éduqués, qu'on leur donne les moyens pour essayer que cet apaisement continue, malgré ce phénomène qui veut s'inviter. Mais je vous rassure qu'on est vraiment à l'écoute, on est très conscient pour essayer d'éviter à ce que le pays ne suive pas à basculer dans l'extrémisme. D'accord. Parlons de diplomatie un peu. Aujourd'hui, Mayotte est toujours sous le giron français. Est-ce que les hommes politiques veulent que Mayotte revienne, à commencer par vous? Tout à fait. Ça, c'est un point unique pour tous les politiques de ce pays. C'est un point unique. Je l'ai dit un jour, je le répète. Le Comorien qui dit que Mayotte n'est pas encore né. Donc tout le monde est convaincu qu'il faut que Mayotte revienne. Maintenant, c'est les modalités. Les modalités. Moi, j'ai prôné le dialogue avec la France, avec les Mahorais pour en arriver. Il y en a qui restaient sur les méthodes des résolutions sur cela. Je veux dire, les résolutions, on a commencé depuis 1975. Si ça devait nous donner une réponse, on aurait la réponse. Maintenant, changer de méthode. Et j'ai commencé dans mon premier mandat avec le président Chirac. On a accepté d'aller dans le dialogue. Et là, on reprend le dialogue avec le président Macron. J'espère qu'on va trouver un compromis pour y arriver. Un mot d'économie, Monsieur le Président. Votre slogan de campagne en 2016, c'était un jeune, un emploi. Près de 65% de la population ici aux Comores a moins de 25 ans. Que dites-vous à ces milliers de jeunes gens qui n'ont que parfois l'immigration comme ressort pour échapper aux affres du chômage? Je leur dis de faire confiance. Parce qu'on est venu ici en 2016 avec une croissance zéro. On est à 3. À 3 parce que, bon, avec la Banque mondiale FMI, on a voulu avoir un compromis. Mais nos spécialistes, en fait,
nos ressources humaines comoriennes. Vous parlez de croissance, Monsieur le Président. Je vais arriver. C'est davantage quand les emplois. Quand il y a la croissance, ça veut dire le Sud. Si on a une croissance de 0 qu'on est à 3, ça veut dire tout. Il y a eu de l'emploi. On ne peut pas parler de croissance, il n'y a pas d'emploi. Parce que la croissance, d'abord, c'est l'emploi, des gens qui sont payés et qui consomment. Donc, s'il n'y a pas de gens qui travaillent, comment on peut consommer pour monter? Et pour vous dire que depuis qu'on est là, ça fait moins de 3 ans, nous avons recruté plus de 2800 jeunes qu'on a recrutés. Et c'est pourquoi je dis à ces jeunes-là, faites confiance. Ce sont des emplois permanents ou bien? Soit dans l'administration, soit dans les entreprises qui sont en train de travailler ici. Parce que nous aussi, on encourage l'entrepreneuriat. C'est notre deal. Hein? Parce qu'effectivement, les jeunes puissent se prendre en charge, on va les aider. Donc, en moins de 3 ans, on a 2800 recrutements. Je le dis de faire confiance parce qu'on va y arriver. Ouais. L'énergie était aussi un de vos projets phares. Votre pari énergétique semble aujourd'hui quasiment perdu. Au contraire. Et les délestages sont encore là. Qu'est-ce que vous entendez faire pour gagner le défi énergétique et mettre le pays sous la rampe de l'émergence? D'abord, vous dire que l'énergie, on a gagné une bataille, mais pas la guerre. Parce qu'on a vécu ici 10 ans sans électricité, pas de délestage. Il n'y avait même pas d'électricité. C'était les bougies. 10 ans, on est venu et l'urgence a fait qu'on a acheté des groupes thermiques qu'on a fait venir par avion. Donc, voyez le coût pour essayer d'aller en nécessité. Effectivement, on a vu le résultat parce que la croissance de 0 à 3, c'est par rapport à l'énergie. Parce que ça a boosté l'emploi, ça a boosté les entrepreneurs pour travailler. Et le délestage, c'est quelque chose de tout à fait normal. Dans tous les pays du monde, il y a des délestages. Donc, effectivement, il y a des délestages, mais pensez, comparé à 10 ans sans électricité. Donc aujourd'hui, vous avez un délestage, 3 ou 4 par jour. Ce que j'ai dit aux responsables de la MAME, c'est qu'il faut de la communication. Parce qu'effectivement, quand il y a un délestage, ça veut dire qu'il y a une raison. Donc il faut prévenir, communiquer à la région que de telle heure à telle heure, il n'y aura pas d'électricité. Elle prend les mesures. C'est des choses qui se passent dans tous les pays du monde, le délestage, parce qu'il y a des raisons, effectivement, de travail, mais il y a des raisons, quand il y a par exemple un cyclone, quand il y a des vents qui attaquent le réseau. Donc ça, c'est deux choses qu'il faut communiquer. Ouais, gouverner, c'est aussi prévoir. Prévoir. Ce que je peux vous rassurer, c'est que non seulement nous avons de l'électricité maintenant, mais on est en train de travailler sur l'énergie renouvelable. On a déjà signé des contrats avec des pays et des sociétés pour essayer de mettre en place l'énergie renouvelable pour respecter le climat, respecter l'environnement, pour aller de l'avant. Juste une dernière question, Monsieur le Président. Le transfert d'argent des migrants joue un rôle clé dans le développement économique et social de votre pays. Quelle politique, justement, pour les ressortissants comoriens qui sont à la diaspora? Ça, c'est une très belle question. Bon, j'étais dernièrement à Paris, j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs et puis des élus franco-comoriens pour discuter de ça. Parce que c'est vrai, on a calculé que le transfert par an, c'est l'équivalent du budget des Comores. L'équivalent. Nous avons un budget de 160 millions d'euros, mais le transfert, c'est presque 160, même plus. Parce que c'est ce qu'on a comptabilisé à la Banque centrale. Mais on n'a pas comptabilisé l'argent qui vient ici, qui reste dans les nattes, ou qui passe dans ce pays sans pourtant le convertir. Donc, il y en a plus. Bon, maintenant, c'est vrai. Hein, c'est un argent qui nous sert beaucoup. Mais c'est dans un cadre purement individuel. C'est-à-dire le diaspora qui transfère son argent pour construire. C'est vrai, ça crée de l'emploi. Nous, maintenant, on veut faire un partenariat avec eux. C'est pourquoi je demande à des experts comoriens. On va aussi demander à des Français pour nous accompagner, pour voir comment ce transfert-là, cette main-là... Pour le moment, vous n'avez aucune idée de comment capter cet argent pour l'investir. C'est le travail qu'on a confié aux experts. Hein, parce que d'abord, il faut rassurer ceux qui envoient l'argent, pour que... ne se donne pas que l'argent va être détourné, il faut le rassurer. Et puis aussi, mettre en place les moyens que cet argent-là puisse aussi être à l'investissement. Parce que comparativement aux dettes que nous contactons dans les autres pays, mais c'est quand même une manne très importante. Et surtout que ça vient des Comoriens. Et ce sera encore une fierté de cette diaspora, comme quoi il a contribué au développement du pays, parce que c'est leur pays. Demain, ils vont venir, soit à la retraite, soit vivre ici. Mais il faut fêter quand ils vivent ici, il y a un pays où ça fait bien vivre. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci.